Hassan Abqari. I'm really honored to speak on behalf of Tungermed about this very important subject, which is the impact of infrastructure in general on the development, economical and social development. It's a quite a difficult subject because there is no real measuring system or metrics today in the academic research that can help us assess exactly what is this impact in general for the projects we know. The case of Tungermed is very particular because it's a project that started from scratch. It's a pure greenfield project. We had nothing there except a beach before starting this project, and we have seen from the empirical point of view how all this very region, I speak about north of Morocco, which have been let within, let's say, during more than 30 years without any major investment, and that have changed drastically from, let's say, a very nice view to an industrial and port platform that is ranked today the first in the Mediterranean and in Africa. So let's start presenting a little bit what are the real advantages of this project. First thing, the strategic location. This very location on the Strait of Gibraltar, which is exactly at the crossroad of major shipping lanes and at doorstep of Europe, have given to Morocco the possibility to anchor the country to the Euro-Mediterranean space or area. This very location is as just 7 miles or 14 kilometers from Europe, mean that we are at less than 1 hour of navigation between Tungermed and the port of Algeciras, which is the closest port in in Spain, and at the crossroad, as I said, of major shipping lanes with zero deviation, mean that a vessel that is used to call in a Mediterranean port it's very easy for this kind of vessel to add this port of Tungermed in their route, because usually they pass at less than 3 miles from this port. So this infrastructure had this first advantage, which is the location. The second one was it's an integrated project that encompasses the port first and then the activity zones all around. And third thing is the connecting infrastructure, railway and road that helped connect the port to the hinterland too. Because if we have just constructed the port without these two other components, the result will be just like an island in the middle of the ocean to serve the interest as a platform of transshipment to serve the interest of major shipping companies without any direct advantage to the hinterland itself. So the connecting infrastructure that have cost something like 7 million euros initial investment from the government just help this infrastructure to have a huge impact on the northern region of Morocco and to help develop all the activity zones around it and also the deep hinterland. If we consider that the railway, for example, the railway terminal that is just behind the both container terminal can carry a container from the port to the region of Marrakesh in 1 day. And if we consider that the usual transit time between China and Morocco was about 50 days initially before Tungermed. And now, thanks to this very infrastructure, it just dropped to 25 days, plus 1 day to go to Marrakesh, let's say. So it's exactly 50% of the total transit time that have been reduced thanks to this facility, which is a deep sea port connected to worldwide, to 180 ports around the world in 80 countries. And you managed to reduce by 50% also the cash-to-cash cycle, the time to market, and we just have managed from day one to give to all these companies in the deep hinterland a potential of growth of almost 20% without moving anything, just thanks to the railway that connects the national network through the city of Tangier to Tungermed and then
deep inside the country until to Marrakesh and hope further in the next future. This very location has also some economics and metrics that are proper to this location. It's the third in the world today between the Panama Canal and the Strait of Malacca in terms of volume of traffics. We have over 100,000 container ships that are crossing the Strait of Gibraltar yearly basis. That means that we have almost something like 20 or 60 million TEUs. TEUs stands for 20 equivalent unit containers that are at your doorstep, and you can manage to attract them, to create value, to process the goods and re-export from the location of Tanger Med. I'm speaking about the whole northern region of Morocco today. Also, the 200 million tons of hydrocarbon that are crossing the strait and that allow us also to receive, to store, to process, to mix for a lot of kind of business models. For example, in Tanger Med, you can buy bunkers, so it's a real one-stop shop for the vessels. You can also have a strategic storage, which is the case today in terms of white products. And we can also do some trading, which also is the case sometimes when it's, the product is available, storing and reselling when the market is in contango or when the economics of this business also permit it. And the latest point, which is not the less important, it's 6 million people who are crossing the strait on annual basis between the peninsula, the Spanish peninsula, and the African continent through Tanger Med facility today, which is our nominal capacity. Today is the first port in the Mediterranean, but it's a real story behind this thing. It's not, anyone can make the investment and build a port if you have the money. The know-how is available, you can buy it, you can have consulting services, and you can do it. But to put a port on the map is the real issue here, because you have two major challenges. First one is linked to human resources. The vessel who is calling in your infrastructure today maybe was yesterday in Japan or was in Rotterdam. So they are used to a certain standard of service, and you have to match it from day one. And this, I think, this was the major challenge that have been faced by the Tanger Med teams, because the location, which plays the major role, as I said, was not, didn't came from our intelligence. It was the decision of His Majesty, the King Mohammed VI, may God assist him, who had this bold vision to put this port in this very location against maybe the advice of our engineers who were preferring to go to the Atlantic facade because it's easy to build behind. We have no mountains just behind the port, and it's less expensive. But the fact to put this port here was playing a major role in the success story we are saying today. Second thing is, during 2008, the decision to expand the port and to build Tanger Med 2 came again from our king, because it was, as you know, a period of crisis in 2008, economic crisis and financial one, and nobody in the Mediterranean basin was ready to make any investment. And we received this decision to do it at that time. And this was really a key differentiator in terms of our strategy, because first, when you build during crisis, it's less expensive because companies want to work with you. They are seeking work and jobs. And second thing is that once the crisis arrives to an end, you are the only operator who has something to offer on the market. And this was what happened to us in 2019, where the world business and logistics required more space and capacity to transship containers in the north of Morocco. Tanger Med was the only operator who has something to offer in a supply market, supply type market. 24th container worldwide, just from 2079 to today. I mean, only 13 years after the start.
which is quite an achievement, according to Alphaliner ranking of this year, and also the first port in Africa after 4 consecutive years. Okay, second thing, which is a very important asset when I was speaking about putting a port on the map, that means that you have the capability to convince the major shipping lines to come and set a business in your premises. Investing in terminals, buying handling equipment, and starting to operate from your location. And thanks to the, let's say, the dynamism of Tangermed teams, we have managed to attract the biggest players today in the maritime world. All the alliances are present today in Tangermed with the biggest players in the world, first, second, and third. I'm speaking about Maersk Line, speaking about CMA, CGM, Hamburg Süd, speaking about all the players that are today having a real footprint in the West Med and in the Atlantic area. As I said, Asia, Tangermed, 20 days. African ports on the western facade of Africa helped Tangermed. Today, Tangermed is connected to more than 40 ports in 24 countries. And that represents almost 35% of our total throughput in terms of containers. This also made Tangermed or Morocco as the real gate to Africa today. So it reduced the costs for logistics for these countries, which were using a transshipment hub in Northern Europe or inside the Mediterranean Sea, and enhanced two things: the direct connection and the frequency of the departures. This also plays a major role in terms of total transit time when you are developing businesses in those countries. Some figures for last year. So the port reached the figure of 5.7 million TEUs, ranking first, as I said, in the Mediterranean. 358,000 new vehicles. This is due also to COVID, because in a couple of years before, Tangermed already passed the bar of 500,000 cars that are produced in the neighborhood, in the Renault-Nissan plant at 25 kilometers from the port, and in Casablanca and Kenitra. All those car makers are relying on Tangermed facilities today to export all their production. 2.7 million passengers that also help to connect Morocco to of course, to Europe. And one very important figure is this 357,000 trucks. This is a figure that started from 160,000 in 2010, and with a growth of 2 digits, 10% growth every year. We are expecting to end up this year with about 400,000. But this very activity has a meaning. Morocco have chosen to operate for some activities that require fast production and fast delivery to the countries of destination. It's the case of automotive sector, for instance. Automotive sector requires a tensed logistics. You cannot store in a plant of cars, you cannot store for 2 months. You cannot store even for 1 week. You store for 2 or 3 days. That means that you can make your procurement in a very short period of time, and to avoid having that much money blocked in your production system. It's also the case for the fast fashion. Today, for example, we can receive the goods from Europe on Monday and do the export by the end of the week, changing the models and operating on these markets that cannot be, it's not possible to compete with this kind of system if you want to produce in South Asia, for instance. So the fast fashion and the short logistics help Morocco to develop this activity. And thanks to the Ro-Ro passenger port, that help us today
organize up to 48 departures during high season. That means one departure every half an hour, with vessels that can carry up to 300 cars. That means that you have up to 600 cars on 14 kilometers on every hour. That means that it's a car every 25 meters. It's a real bridge that has been set between Morocco and Europe, and the goods are flowing normally on 24/7 thanks to this facility. And it's translated by this huge number and this growth, steady growth of 10% every year. Also, we have some, of course, as I said, some markets in which we today are really, this infrastructure is really necessary to help them expand and even exist. Speaking about textile with the fast fashion, the automotive sector, aeronautics, electronics, and the agribusiness, almost 50% or 53% of the production of the Agadir region flows to Tangermed and travels with trucks, refrigerated trucks, to Spain and to France. Some of the names of the main operators that are present in Tangermed today, we trusted the country first, the company second, and the project third. For container terminals, we have AP Moller Terminal, are leading in the world today. Eurogate with Siemens CGM. We have Hapag-Lloyd, Maersk, and Siemens CGM as maritime lines. We have an Emirati company operating in Tangermed today. It's Horizon Terminal Limited. It's a group between three companies, a local Moroccan company named Africa, and IPG Group. IPG stands for Independent Petroleum Group. It's a trading company who deals with hydrocarbons and which is also installed in this very location. We have also Renault, Nissan, and the PSA Group that changed to be Stellantis now. And for towing services, we have Pfizer, which is a branch of Maersk Line, and Bolida Lines, who are leading in this business in the Mediterranean. For the short sea shipping connections to Europe that today are required for the businesses like agricultural products, textile, and automotive, you can reach, for example, Spain, Madrid in less than 18 hours. We can reach Paris in less than 48 hours. So this helped also develop a new logistics model or business model in the neighborhood of Tangermed, which is pure logistics world to world. People are today importing goods from Asia, for instance, doing the packaging, ticketing in the port itself, in the region, in a zone called MedHub, which sharing the same port perimeter with the port, and exporting by truck or by container to these locations. The industrial platform that have been presented on the last week or beginning of the week. So today, this group of areas that are dedicated to different activities help Tangermed be ranking first economic zone in Africa by the Financial Times, second economic zone in the world also by the Financial Times, and it corresponds to these 6 activity zones. Industrial competitiveness platform, and here I will get back to the impact, the social impact of infrastructure. I think that the metrics we can keep in mind are job opportunities, creation of job, maybe the cost of logistics, new activities or foreign direct investments, also the participation of the national GDP that can be produced in the area. And we can see that some of the metrics today can help show how this project have impacted positively all the neighborhood. 1,100 active company that set a business in Tangermed neighborhood, 90,000 industrial jobs, 2,000 hectares of developed zone, and a reserve of 5,000 hectares today identified and
belonging to Tangermet. Industrial activity sectors also is well represented in all these sectors. Automotive, with the Tier 1 providers for Renault, Nissan, and PSA. Electronics, with the Furukawa, for example, TE Connectivity, and so on, so on. In logistics, we have 4 or 5 of the big operators in the world, like DHL, Nippon Express, Seva, Bolloré. Aeronautics, textile, agribusiness, paramedics, packaging, offshoring, and renewable energy. And thank you for your attention. Bismillahirrahmanirrahim. Je vais présenter en français, mais je pense que mon exposé sera en anglais. Tout d'abord, c'est un grand plaisir pour moi et pour prendre la parole au nom de l'Office national des chemins de fer, l'ONCF, dans le cadre de cette conférence portant sur l'impact économique des infrastructures logistiques au Maroc. À ce titre, permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs sur le choix de cette thématique. C'est aussi une opportunité pour nous de partager dans un premier temps, d'une part de partager avec vous toutes les réalisations et les performances qui ont été faites sur la dernière décennie, et puis d'autre part de vous faire voyager dans l'avenir pour un petit peu s'arrêter sur les étapes prospectives dans le cadre du développement du réseau ferroviaire à moyen et long terme. Avant d'aborder ces deux sujets, il est quand même intéressant de s'attarder dans un premier temps sur le profil de l'ONCF et d'expliquer un peu l'organisation et la gouvernance du secteur ferroviaire au Maroc. Le réseau ferroviaire marocain est exploité par l'Office national des chemins de fer, qui a été créé en 1963 et qui est un petit peu la nationalisation de 3 anciennes compagnies concessionnaires. On parle aujourd'hui de la concession, mais c'était quelque chose qui était par le passé. Donc en 1963, on a regroupé les 3 compagnies concessionnaires qui ont devenu l'ONCF. L'Office, il a 2 tutelles, une technique et une financière, c'est le ministère du Transport et de la Logistique et le ministère des Finances et de l'Économie. Il travaille dans le cadre de contrats programmes pluriannuels avec l'État qui fixent un petit peu les relations entre l'État et l'Office. Bien sûr que je retrace un peu les objectifs qui sont assignés à l'Office dans le cadre de ces plans pluriannuels. En termes d'exploitation, nous exploitons un réseau de plus de 4000 km, qui un petit peu sillonne le nord, du nord vers le sud et vers l'oriental. Au niveau du classement, le secteur ferroviaire est classé sur le plan international. Nous sommes classés 33e classement au niveau du WEF, du World Economic Forum en 2019, et le numéro 1 au niveau de l'Afrique. Ce classement a été fait sur la base de la qualité des infrastructures et de la compétitivité des transports.
Sur le plan de l'exploitation, nous transportons plus de 38 millions de passagers par an, 27 millions de tonnes. Plusieurs investissements ont été réalisés durant les 20 dernières années. On peut séparer entre la période 2010-2009. C'est une période qui a été consacrée plus à la modernisation du réseau et à la mise à niveau de l'existant, avec un démarrage un peu des projets d'extension. Et la période 2010-2018, qui est une période qui a connu un peu la vraie transformation et le développement du secteur au niveau du Maroc. On voit un petit peu l'évolution des investissements qui est passé pratiquement 2005, qui a pratiquement été multiplié par 3 de la période 2005-2010 sur la période au-delà de 2010. Toujours dans le cadre de ces investissements, je voudrais s'attarder sur la dernière décennie qui a connu 2010-2018, pratiquement 5 milliards de dollars qui ont été investis, 2 milliards 3 sur le projet grande vitesse et 2 milliards 7 aussi sur le réseau classique. Donc ces deux investissements qui sont partis pratiquement en parallèle. C'est pour un petit peu dans le cadre de l'aménagement du territoire et pour apporter un peu le développement socio-économique du pays et puis pour apporter, comme vous savez, pour répondre aussi à l'augmentation de trafic et aussi pour assurer une profitabilité et une meilleure productivité du réseau. Ce schéma illustre un petit peu l'ensemble des investissements qui ont été réalisés, le projet grande vitesse Tanger-Casablanca, le triplement de l'axe Casa-Kinitra, le doublement de l'axe Casa-Marrakech, et bien sûr aussi tout ce qui est attrait à la sécurité ferroviaire, tout ce qui est la partie signalisation, toute la partie sûreté des emprises, et aussi les nouvelles stations qui sont devenues pratiquement des hubs multimodaux, et non pas de simples gares où on assure le transit des passagers. Tous ces projets ont été inaugurés en novembre 2018. Les impacts, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes sur les impacts de ces investissements de la dernière décennie. Les impacts sont multiples, que ce soit sur le tissu économique, que ce soit sur l'emploi, sur la création de l'emploi, sur la valeur ajoutée, le déploiement de la valeur ajoutée, sur un petit peu l'économie en termes des accidents de la route, sur la partie environnementale et aussi sur la partie, soi-disant, capital immatériel. Tout ça, je pense, les chiffres, ce n'est pas la peine de les citer, mais qui montrent effectivement, les chiffres parlent d'eux-mêmes de cette pratiquement impact et les retombées socio-économiques de ces investissements. Ça donne une idée sur un petit peu la transformation qui a connu le pays avec pratiquement les temps de parcours qui ont été pratiquement réduits de 2 à 4 fois par nombre de destinations. Et ça n'a pas touché uniquement le train de Borak, mais ça a eu aussi l'impact sur les autres destinations. Lorsqu'on regarde sur Fès, sur l'aéroport, sur Marrakech, pratiquement les temps ont été divisés par 2. Lorsqu'on regarde sur Kinitra, le temps a été divisé par 4. Sur Tanger, la même chose. Et aussi sur le Borak, c'est pratiquement la première année, au terme de sa première année d'exploitation. Donc, plus de 3 millions de passagers ont emprunté le train. C'est conforme aux objectifs qui ont été tracés. C'est à peu près environ 10 000 passagers jour. Une ponctualité de 97% et une satisfaction de clients plus de 98%. Ça, c'est au terme de la première année d'exploitation.
Tout ça en termes d'image, que le Maroc a été pratiquement le 18e pays à intégrer le club de la grande vitesse. Nous sommes le 6e pays qui roule à 320 km/h. Et aussi, nous sommes le 9e pays qui a un record mondial de la grande vitesse de 357 km/h. L'effet de la grande vitesse, le Bouraq, c'est aussi une locomotive, non pas uniquement pour la ligne elle-même, mais il a pu aussi tirer tout le secteur ferroviaire. Et on a vu aussi la ponctualité des trains classiques de passer pratiquement avoisiner plus de 90%. Et aussi le taux de satisfaction des clients qui ont pratiquement augmenté de 20%. Pour dire que le Bouraq, c'est aussi la grande vitesse, c'est une vraie machine qui transforme l'entreprise, et que ce soit en termes d'image et en termes aussi d'excellence opérationnelle réelle. Ça, c'était un petit peu les investissements qui ont été faits sur la dernière décennie. Maintenant, pour aborder un petit peu l'avenir, donc l'avenir, il a été bâti sur un certain nombre d'études prospectives qui ont été faites avec comme éléments fondamentaux, c'est une politique volontariste du ferroviaire et une politique pour vraiment investir dans le ferroviaire, pour avoir effectivement que le ferroviaire soit une épine dorsale de toute la structure et de l'infrastructure de transport au Maroc. Bien sûr, en s'inspirant des derniers, je pense, en témoignent les derniers discours de Sa Majesté, le roi, que Dieu l'assiste, en 2015 et 2019, auquel il donne une place dans le ferroviaire et dans les infrastructures de transport au Maroc. Ces études prospectives ont abouti à ce qu'on appelle le plan Rail Maroc, qui va jusqu'en 2040. Ce plan a été élaboré sur un certain nombre d'éléments, des facteurs qui sont déterminants, que ce soit sur l'urbanisation, le développement de l'urbanisation du Maroc, l'augmentation de la population, la transition démographique, et puis le nombre de ménages et de déplacements. Il faut remarquer que l'urbanisation à terme 2040 va s'accentuer avec 70%. La population, on a une demande additionnelle pratiquement de 300 000 demandes. Chaque année, c'est l'équivalent d'une ville moyenne au Maroc. Et la mobilité va pratiquement aller à plus de 80%. Tous ces éléments, effectivement, ont montré une reconfiguration du territoire avec deux éléments fondamentaux. C'est la création de hubs régionaux dans un esprit d'optimisation des déplacements. Et aujourd'hui, qui a identifié à peu près une dizaine de hubs, bien sûr avec une épine dorsale qui va du nord au sud pour essayer pratiquement de desservir tout le pays. L'ensemble des liaisons permet effectivement de desservir pratiquement une nouvelle 1200 km de ligne grande vitesse, 3800 km de ligne classique et 172 km de ligne portuaire, et qui totalise un investissement de 37,5 milliards de dollars, bien sûr hors matériel roulant, et qui représente à peu près 0,8% du PIB annuel, qui reste quand même très modeste par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays. Lorsqu'on compare les investissements dans les infrastructures qui dépassent les 2, voire les 3%, lorsqu'on est dans une politique pratiquement volontariste. Pour tout ce qui est la partie régionale, bien sûr, toute cette dimension du réseau va aussi profiter au transport régional
dans un esprit d'optimisation. Et aussi sur le régional, on a pu pratiquement dénicher 8 sites qui sont en concurrence, c'est pas en concurrence, en harmonie avec les déplacements grandes lignes, de telle manière, effectivement, qu'il y ait une cohérence entre les déplacements grandes lignes et les déplacements régionaux. Pour la partie fret, vous savez que le fret aussi se développe, et le fret, pratiquement, c'est une autre dimension que les passagers. C'est pratiquement deux marchés qui sont, bien sûr, qui utilisent la même infrastructure, mais deux dimensions pratiquement, soi-disant, antagonistes. Ils utilisent la même infrastructure, le fret, généralement on le fait suffire la nuit, les passagers le jour, mais l'esprit aujourd'hui avec lequel on a travaillé, c'est aujourd'hui on ne parle plus de gare fret, on parle plus de plateforme logistique qui regroupe un petit peu toute la composante ferroviaire des gares, avec les voies ferrées, les ports secs pour essayer de décongestionner les ports actuels et tout ce qui est les entrepôts et les zones d'activité logistique. La démarche, effectivement, a permis d'identifier 9 sites qui représentent avec un potentiel de 900 hectares sur la période 2025-2030. On voit un petit peu, c'est les différentes plateformes du nord vers le sud et jusqu'à l'oriental. Toute cette stratégie, effectivement, qui a été tracée jusqu'à l'horizon 2040, ces impacts, c'est quoi? On aurait pratiquement un réseau qui dépasse les 7000 km contre 2300 actuels. Ça, je parle de lignes et non pas de voies ferrées, parce que c'est pratiquement le double. Demain, effectivement, avec la réalisation de l'ensemble des projets, on toucherait 87% de la population contre 51% actuels. Le nombre de villes qui seraient desservies, 43, c'est les villes plus de 100 000 habitants, seraient 43 villes au lieu de 23. Pour les ports, aujourd'hui, on dessert 6 ports. Demain, effectivement, on desservira 12 ports. Et les aéroports, la même chose aujourd'hui, on desservira un aéroport. Demain, on desservira 15 aéroports. En termes d'activité, à l'horizon 2040, on pourrait transporter 155 millions de passagers contre 38 actuellement et 34 millions de tonnes contre 27 actuels. Bien sûr, tous les impacts sur la partie accident de la route, la partie environnementale, il y aurait moins 1680 tonnes par an d'élimination de CO2, 720 millions de journées de travail par. Ça, c'était un aperçu un peu sur sur la dernière décennie. Il y a un petit peu de les prospections à l'avenir. Maintenant, je vous invite à voir un film de 3 minutes qui retrace un petit peu toute cette transformation de l'entreprise et tout ce qui a été fait dans la dernière décennie. This moment will ever have a touch in spirits. The 15th of November 2018, His Majesty King Mohammed VI inaugurates in the President of the French Republic, Mr. Emmanuel Macron, the Al Borak high-speed train, linking the two big cities Tangier and Casablanca. Within the framework of the major building projects policy inspired by the vision and foresight of His Majesty the King, Al Borak has reconfigured the rail offer with a spectacular training effect by pulling up even the offers and services of conventional trains. Then Premier Sector, a major quantitative turn, and marks a real renewal. The commercial offer, the travelling concept, and finally, the customer journey are totally rethought. A new range of innovative products and services is designed, as well as more extensive transport plan and a pricing system, flexible, modular and accessible to all. Travellers now have access to a remote information,
a welcome and listening, functionalities and amenities in stations, a step-over and boarding service and device for people with reduced mobility. Nothing was left to chance to offer. A new travelling experience and real pleasure to take the train. A year after its beginning, the challenge is raised, and Al Borak, the icon of the national rail transport and pride of all Moroccans, has kept its promises. It incarnates incontestably the innovation and proximity, the friendliness, the Moroccanship and the hospitality. With more than 3 million travellers, close to 30 back and forth trips per day, a punctuality of 97% and a satisfaction rate of 92%, the consequences of Al Borak didn't wait, and they are multiples and tangible. Al Borak reconfigured the territories by bringing the north and centre together and gave an unprecedented boost to different sectors of the economy, like tourism, especially for Tangier city, which has seen its nights and the increased number of tourism, or the use, because now it's possible to work in Tangier and live in Casablanca, Rabat or Kenitra. Thanks to this new mobility, real business opportunities have now been created, boosting transport, the tertiary sector, but also the regions and the commercial exchanges induced notably by the activity of the port of Tangier and the geostrategic positioning of the kingdom. In this way, Al Borak has contributed to the transformation of cities crossed with ultra-contemporary train stations. Symbols of this mutation, these architectural masterpieces are now real places of life and contributors to urban development and economic activity, thus offering citizens a new way of living these spaces. Strong performance, Al Borak's first step of an ambitious master plan, is now preparing to conquer new territories for and in the service of an emerging Morocco. Fin mon exposé et merci de votre attention. Bonjour. Bon, j'aurai le plaisir de vous parler un peu des infrastructures aéroportuaires au Maroc et voir un peu tout l'impact que peuvent avoir ces infrastructures sur le développement économique. La relation entre le développement économique et l'infrastructure en général n'est pas à démontrer. C'est vrai qu'il est toujours difficile de mesurer les impacts d'un projet d'investissement, les impacts réels et les quantifier, mais il est sûr qu'il y a une relation très directe et positive entre l'infrastructure et le développement économique. Quand il s'agit de l'infrastructure aéroportuaire, un aéroport, ça marque l'espace, ça structure le territoire et ça commande l'implantation d'activités économiques et, par conséquent, celle des hommes. Donc, toute construction, extension ou développement d'un aéroport, c'est un projet de transformation économique et sociale du territoire où il s'implante. Cette mission de construire et de développer, de maintenir les aéroports, ce rôle est joué au Maroc par l'Office national des aéroports. Donc, quelles sont ses principales missions? La première mission, c'est la gestion et la sécurité de la navigation aérienne. En fait, c'est un peu faire les autoroutes pour les avions dans le ciel. C'est une mission un peu très mal connue, enfin peu connue, je veux dire. Il y a le processus d'embarquement, de débarquement, de transit et d'acheminement à terre, autant des voyageurs
que des marchandises, ainsi que le courrier transporté par les avions. L'ONDA a aussi une académie internationale de l'aviation civile qui forme les ingénieurs en aviation civile et les contrôleurs aériens. L'ONDA participe au plan national de développement des investissements à travers un ambitieux programme d'investissement qui se chiffre en milliards, en développement en infrastructure et en équipement. Et il gère aussi une zone industrielle de référence dédiée à l'aéronautique qui est mitoyenne de l'aéroport, du premier aéroport du Royaume, qui est l'aéroport Casablanca-Mohamed V. Donc, l'ONDA remplit un rôle stratégique en assurant la sécurité des avions qui traversent notre espace national aérien. C'est une institution qui évolue dans un secteur où tout est normé. Il y a des standards internationaux que nous sommes obligés de respecter. C'est un vecteur de développement économique dans les régions où les aéroports sont implantés. Un acteur très important dans le continent africain. On est membre du Conseil international des aéroports. On est le siège du Conseil international des aéroports pour la région d'Afrique. Et notre directrice générale est vice-présidente du conseil d'administration de ACI, le Conseil international des aéroports pour la région d'Afrique. Donc, en 2019, nos aéroports ont été connectés à 67 pays. Nous recevions 57 compagnies aériennes. 152 aéroports internationaux sont connectés aux aéroports marocains et 1587 fréquences hebdomadaires. Aujourd'hui, on est pour les aéroports connectés, après la reprise, on était à 143 aéroports internationaux connectés et les programmes que nous recevons des compagnies aériennes nous permettent d'être très optimistes pour une reprise par rapport aux chiffres de 2019. Donc, les aéroports marocains, il y a 25 aéroports, dont 19 internationaux. Ils sont une bonne répartition par rapport aux 12 régions du Maroc. Il y a des régions qui ont plus d'un aéroport. En 2003, on était à 12 millions de capacités de passagers par an. En 2010, on est passé à 22 millions de capacités annuelles. Et aujourd'hui, elle est de 39 millions. Donc, cet accroissement de la capacité a été permis par un programme très ambitieux d'investissement. Il y a eu l'aéroport de Marrakech, sa capacité est de 9 millions de passagers. Un nouveau terminal a été ouvert en 2016 qui a apporté une capacité de 4 millions. Fès en 2017, l'aéroport Mohamed V de Casablanca en 2019, le nouveau terminal. Il y a eu un nouveau centre de contrôle aérien pour la navigation aérienne, un deuxième. On a celui de Casablanca, à côté de l'aéroport, et on a ouvert un deuxième en 2019 qui permet un peu d'augmenter la capacité de l'espace aérien marocain. Il y a eu un bel aéroport à Glmim aussi, Zagora, Rachidia. Et dernièrement, en juin, il y a eu l'ouverture d'un nouveau terminal à Nador et puis l'ouverture d'un petit terminal pour le domestique. D'accord ? L'importance de ces investissements, au-delà de ce qu'ils apportent en termes de capacité, en termes aussi de qualité de service et tout, c'est qu'ils ont permis à des entreprises marocaines de développer une expertise en construction d'aéroports qu'ils peuvent et qu'ils ont déjà commencé à exporter au continent. L'aéroport Marrakech, il vient d'être consacré parmi les 10 plus beaux aéroports du monde. Il a été conçu par un architecte marocain.
est construit par une entreprise marocaine. Toutes les entreprises qui ont travaillé pour la réalisation de ce projet sont marocaines. Donc, les projets en cours, on a un nouveau terminal à l'aéroport de Rabat. Nous ambitionnons de faire de ce nouveau terminal un exemple en termes de digitalisation de tous les process aéroportuaires. Et puis, un nouveau terminal aussi à l'aéroport de Tanger qui apportera une capacité de 4 millions de passagers par an. L'extension aussi de l'aéroport de Marrakech et l'extension et la rénovation de l'aéroport de Agadir. Le développement de la capacité de l'aéroport de Dakhla, de Tétouan aussi, c'est un petit aéroport, mais il est question d'en rendre un aéroport plus grand et qui permet d'accueillir les plus gros avions. L'aviation d'affaires aussi a été un grand projet pour l'ONDA. On a essayé de professionnaliser un peu l'activité en se désengageant de la gestion des terminaux d'aviation d'affaires. C'est un métier totalement à part. À travers un appel d'offres, les terminaux d'aviation d'affaires sont actuellement gérés par 2 opérateurs internationaux connus et reconnus dans le domaine de la gestion des terminaux d'aviation d'affaires. Donc, GTEX qui est un opérateur basé à Dubaï, mais qui opère dans pas mal d'aéroports européens et africains. Et puis Swissport Executive, qui est aussi un opérateur suisse, très connu dans le domaine des services au sol dans les aéroports. Donc, les projets par rapport à l'aviation d'affaires, GTEX va ouvrir un terminal dédié à l'aviation d'affaires à l'aéroport de Dakhla et Swissport aussi un terminal d'aviation d'affaires à l'aéroport de Tanger. Bon. Nous gérons, comme j'ai dit, aussi une zone industrielle d'excellence dédiée à l'aéronautique, qui est mitoyenne à l'aéroport Mohamed V. C'est un parc d'activités de 206 hectares qui bénéficie un peu d'un système multimodal de transport. Il est mitoyen à l'aéroport. Il y a la gare ferroviaire à l'intérieur de l'aéroport Mohamed V et puis l'autoroute vers le sud est à 2 pas. Il y a un projet de développement en cours de développement de cette zone industrielle, surtout la construction d'un complexe hôtelier avec des salles de conférence et tout à côté de l'aéroport. Il y a un projet, mais je vais en parler dans le cadre des plateformes de fret aérien, un projet de développement d'une zone logistique pour le fret aérien. Donc, pour le programme de développement du fret aérien, il faut dire d'abord que le fret aérien n'est pas très développé au Maroc. Les chiffres sont vraiment très humbles. Et dans ce fret aérien, il y a le cargo, il y a tout ce qu'on transporte dans les soutes d'avion pour les passagers. Donc le cargo constitue à peine 20% et le gros se transporte dans les soutes d'avion des passagers. Donc, il y a eu la Direction générale de l'aviation civile, qui est notre autorité de tutelle, a mis en place un schéma de développement des plateformes de fret aérien. Ce schéma de développement a positionné 4 centres de plateformes aériens que sont Casablanca, Tanger, Oujda et Rabat. À Casablanca, il y a... À Casablanca, il n'y a pas de capacité. C'est la grosse plateforme qui réalise plus de 80% du fret aérien du Maroc.
Donc il y a une étude qui est lancée pour Casablanca, pour la plateforme de Casablanca, pour en faire une véritable zone de fret aérien avec un espace de logistique, avec une possibilité d'opérer, que les entreprises opèrent de légères transformations au sein de la zone, style le packaging par exemple. Donc l'étude est en cours et l'idée un peu c'est de rendre Casablanca, comme c'est le hub pour le transport, pour la compagnie aérienne nationale entre l'Afrique et le reste du monde, notre ambition c'est de rendre aussi le fret et à Casablanca un hub logistique. Donc les études sont en cours et l'ambition c'est de trouver un intégrateur qui pourrait un peu s'occuper de tout ce projet. Donc il y a Casablanca, il y a Tanger aussi, où il faut développer de la capacité et c'est les deux plateformes qui constituent notre priorité à l'horizon 2025-2030. Oujda, il y a encore de la capacité, et Rabat aussi. Donc ici, c'est un peu le schéma du fret aérien marocain. Le gros se fait avec l'Europe. Le gros du fret aérien se fait avec l'Europe, mais à l'avenir, le gros du fret aérien marocain se fera plus avec l'Asie et le Moyen-Orient, avec un développement plus important des exportations par rapport aux importations. Donc, en 2030, l'Asie deviendra notre principale destination et provenance de fret aérien. Donc là, nous avons un peu une stratégie de développement du fret aérien qui permettra un peu d'assurer une croissance à cette activité et toutes les stratégies sectorielles qu'il y a eu, les résultats des stratégies sectorielles, notamment le plan d'accélération industrielle et tout, font que des activités à forte valeur ajoutée, comme pour l'automobile, l'avionique et tout, ne peuvent se faire ou gagneraient à être transportés par avion. Donc voilà un peu le schéma de la carte du fret aérien. Enfin, comme vous avez vu, les chiffres sont très humbles. En 2019, on a terminé l'année à 96 121 tonnes, mais les taux de croissance étaient importants. Ça continue même malgré le Covid. Donc à Casablanca, voilà, on était à 90 000 tonnes. C'est vous dire qu'un peu toute la grande partie du fret aérien se fait à Casablanca. Donc, et les deux projets à l'horizon 2025, 30 maximum, sont Casablanca et Tanger. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur le développement des infrastructures aéroportuaires, notamment pour les passagers que pour le fret aérien. Merci.